Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de la Formation pour une formule un peu spéciale à plusieurs titres. D'abord parce que c'est la dernière émission de l'année et que pour l'occasion nous avons voulu faire un JDF spécial fête. Ensuite, parce que nous avons choisi un terme de circonstance, l'alimentation, avec le marathon des repas de réveillon que nous allons bientôt débuter, et surtout avec les résolutions que l'on pourrait prendre en termes de diététique pour 2017. Et enfin, parce qu'une fois n'est pas coutume, nous serons deux pour animer cette émission. En effet, au travers des différents sujets que nous allons aborder, comme le lait, le gluten, le régime vegan ou les cures de détox, nous jouerons chacun notre tour le rôle de partisan ou de contradicteur. Et celui que l'on va cuisiner et passer sur le grill de nos questions n'est autre que le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste de renom, dont le succès médiatique n'empêche pas une connaissance sans égale du sujet. Oui, un succès, je dirais, mérité d'ailleurs, mais qui rend un peu jaloux ses confrères. Puis nous terminerons cette émission par une question existentielle. Comment les médecins doivent-ils aborder les repas de réveillon et tout ce qui en découle, foie gras, fromage, bûche, boudin, j'en passe et des meilleurs. Donc vous l'aurez compris, pas d'objectif pédagogique cette semaine, ou alors si, un seul, vous informer dans la bonne humeur. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité de réagir en direct grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran, même si pour cette spéciale, il n'y aura pas de séquence vos questions à la fin de cette émission. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous avoir sur ce plateau pour terminer l'année avec vous, parce que depuis toujours, je termine l'année avec vous, que ce soit à la radio, à la télévision, parce que, bon, on va parler de choses, on démarre une sacrée polka, là, quand même, polka des mandibules, hein, vous avez... On n'a pas toujours les mêmes avis là-dessus, d'ailleurs. Non, heureusement. Mais bon, vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Et puis je me prépare à festoyer comme tout le monde et à ingurgiter tout ce que je ne conseille pas aux autres de faire. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Bon, Damien, on commence par quoi, là ? Oui, alors première résolution qui fait un peu polémique dans le pays, c'est la consommation de produits laitiers et plus particulièrement de lait. Beaucoup de personnes arrêtent d'en boire et disent se sentir mieux. Pourtant, Jean-Michel, le lait, c'est vraiment une source indéniable de nutriments, comme le calcium, entre autres. Alors, justement, le correctif, c'est là-dessus qu'il faut le porter. Alors, cette prise de position contre le lait, elle naît d'une rumeur la plupart du temps. Elle n'est pas exacte sur le plan scientifique. Là où elle pose un problème, c'est que le nombre de gens qui disent s'en sentir mieux devient suffisamment important pour qu'on arrive à se poser des questions. Le calcium n'est pas le premier point fondamental du lait, contrairement à ce qu'on a pensé. Même si c'est une excellente source de calcium, on peut arriver à trouver du calcium autrement. Le lait, c'est surtout une source de micronutriments et de nutriments de temps en temps actifs, et également, quand il n'est pas écrémé, une source de vitamine D et de vitamine A. La problématique qui se pose à l'heure actuelle, c'est que l'insuffisance de consommation de lait menace notamment les enfants et les adolescents. Ouais. Il faut rappeler quand même que malgré ce qu'on entend et qui n'est pas complètement vrai, Amérique du Nord, Chine du Nord, Chine du Sud, les plus petits sont quand même ceux qui mangent le moins de lait. Donc, oui, mais enfin, il y a quand même une surconsommation de lait. En 1954, vous étiez où ? J'étais pas né. Donc, bon, vous n'étiez pas né. Moi, j'étais né, mais j'étais encore petit. Mais Pierre Mendès France instituait le lait à l'école. On sait fort bien que ce n'était pas pour la santé, mais c'était parce qu'il y avait des stocks. Dans les années 90, vos amis pour la vie, les produits laitiers, vous deviez être dans le coup déjà, vous les nutritionnistes. Ah non, les nutritionnistes ont toujours favorisé les produits laitiers. On recommande quand même encore aujourd'hui 2 à 3 produits laitiers par jour. La chose, c'est que le lait en lui-même n'est pas l'aliment fondamental. Le lait, c'est les produits transformés du lait qui nous intéressent aujourd'hui. C'est pas seulement le lait, c'est le fromage, c'est les yaourts. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure, effectivement, ce qui crée un petit peu la polémique. Depuis 10 ans, la consommation du lait a diminué de 15% en France. Parce qu'il y a des gens qui ont une intolérance au lactose. On ne peut pas les ignorer, ceux-là. On dit combien de gens... Alors, l'intolérance au lactose... Pas la tolérance pure et dure. Hein. L'allergie au lactose, il y en a moins que de l'allergie au saccharose, c'est-à-dire le sucre en morceaux. Donc, c'est quelque chose qui n'existe quasiment pas. L'intolérance au lactose, on a une partie des enfants qui sont intolérants au lactose. On a les vieillards et les personnes qui prennent de l'âge, qui peuvent perdre l'enzyme de digestion du lactose. Ça crée quoi ? Ça crée un inconfort digestif, c'est pas une maladie. C'est-à-dire que ça va donner des ballonnements. C'est chez ces gens-là, on abandonne complètement le lait et on prend soit des laits allégeants ou totalement dépourvus de lactose, soit on n'en prend plus. Et c'est pas grave du tout parce que, je rappelle, par exemple, les gens qui ont une intolérance au lactose se privent de temps en temps de fromage ou de yaourt. En fait, non, parce que le principe même du yaourt, c'est de mettre un ferment qui se nourrit, qui pour se nourrir utilise le lactose. Donc il y en a des traces dans les yaourts et il n'y en a quasiment pas dans le fromage. Donc on s'en fiche de boire du lait ou pas boire du lait si les gens continuent à consommer des produits laitiers avec les micronutriments qu'ils contiennent
contiennent. Oui, donc du coup, avec ces micronutriments, le calcium, vitamine D également, ça contribue néanmoins quand même à la croissance des enfants et ça contribue aussi à diminuer l'ostéoporose chez l'adulte. Ça, on a des études qui sont formelles là-dessus. Oui, sauf que je serais plus nuancé aujourd'hui parce qu'autant on a mis en avant le calcium pendant des années sur l'ostéoporose, autant on se rend compte aujourd'hui du rôle important de la vitamine D et du rôle notamment de la consommation des végétaux, car les végétaux sont une source d'environ 30% des apports en calcium et en même temps l'activité physique qui semble entraîner une migration du calcium vers l'os, ce qui permet une densification de l'os. Donc finalement, ce n'est pas le calcium que je mettrai en avant en premier, je mettrai en avant les micronutriments, certaines vitamines, et je pousserai plutôt le fromage ou les yaourts que le lait, où finalement, s'ils veulent en manger, ils en mangent, s'ils ne veulent pas en manger, ils n'en mangent pas. Alors le lobby des produits laitiers est extrêmement puissant. Bien sûr, mais pas seulement. On dit que les études sont toujours du même bord. Justement, sur ostéoporose, fracture et consommation de lait, une étude qui est sortie, qui a fait beaucoup de bruit, mais qui est réelle. Est-ce que c'est une étude sérieuse ou est-ce que c'est... Chacun des partisans de l'une ou l'autre des partis met en avant sa propre étude. Il y en a qui racontent qu'on peut manger, qu'on peut vivre absolument sans produits laitiers. La preuve, parce que certaines populations s'en passent, c'est oublier qu'il y a des facteurs épidémiologiques, mais qu'il y a des facteurs épigénétiques qui font que certaines populations en ont besoin plus que d'autres. Les industriels du lait vont mettre en avant les avantages de la consommation de lait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on regarde le lait souvent sous le prisme de l'industriel qui transforme le lait. Et on oublie que le lait, c'est un tissu agricole français fondamental. C'est-à-dire, ce sont des laiteries, des agriculteurs, et souvent des gens qui ne font pas que de la vache laitière, qui font d'autres choses. Et donc, il y a une stabilité économique dans le système qui fait qu'on ne peut pas vraiment se passer de ce type de produit. Voilà, c'est derrière, après je le répète, on peut vivre sans boire jamais une goutte de lait. Qu'on ne raconte pas que le soja ou les jus de soja ou les jus d'amande, etc., puissent remplacer le lait, ça ne se compare pas. Oui. C'est des boissons végétales, agréables à consommer. Attendez, justement, on s'arrête 30 secondes là-dessus. Moi, j'ai remplacé le lait le matin par du soja. J'en vois avec beaucoup un bon résultat sur la fatigue que j'avais, probablement lié au lait, puisque c'est pas ça. Mais je vois pas en quoi le soja, ça vous fait sourire et que vous allez me balancer une de vos réflexions. Non, mais parce que quand vous regardez la composition des jus d'amande ou des jus de soja, je veux dire du soja, du lait de soja. Non, mais ça n'existe pas, le lait de soja. J'ai jamais vu un soja allaiter un bébé soja. Okay, donc c'est des jeux. Non, mais c'est une législation maintenant qui est précise pour éviter la confusion. Quel a été l'intérêt du soja? C'est que c'est un produit qui contient des protéines. Donc on comparait le soja aux produits laitiers à cause du contenu en protéines. Mais il n'a aucun micro-organisme vivant à l'intérieur. Il n'a aucun apport en vitamine A et vitamine D comme le lait. Donc c'est pas comparable. Maintenant, si vous aimez le boire, avec plaisir. Ne buvez plus de lait, mangez vos 50 grammes de fromage par jour et ça me va très bien. Et justement, pour réconcilier tout le monde, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer la consommation de lait chez l'enfant, qui est quand même importante, et la consommation de lait chez l'adulte, qui est là, pour le coup, on peut passer en produits laitiers? Il faut arrêter de rigoler. Ouais. Ça veut dire le lait, aujourd'hui, qu'il soit maternisé ou pas maternisé, ça reste l'aliment fondamental de la croissance de l'enfant, au moins dans les 6 premiers mois. Donc, aller dire qu'on peut supprimer le lait est une hérésie. C'est l'aliment de référence. Donc, maintenant, après la problématique du lait de vache, de la souffrance animale, etc., ça, je ne rentre pas là-dedans. Je reste dans mon métier de nutritionniste. Je dis simplement, le lait n'a rien d'obligatoire. Les produits laitiers sont obligatoires parce qu'il faut en consommer 2 à 3 par jour. Ça ne signifie pas qu'il faut se gargariser ou s'en gaver. Mais rappeler quand même le fondamental, l'allergie, l'intolérance au lactose ne concerne pas des produits comme le fromage ou les yaourts. Oui, alors on parle toujours des régimes de nos ancêtres, jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, l'espèce humaine, c'est pas facile de traire un mammouth, même si c'est un mâle. Le lait n'était pas forcément après la naissance. Ouais. Donc l'argument est là. Il y a quand même non, mais attendez, on va revenir 2 secondes là-dessus, juste pour vous expliquer quelque chose. Avant que l'homme se redresse, il ne sait pas manger. C'est-à-dire, il mange ce qu'il peut trouver. Il mange des feuilles, c'est pour ça qu'il a des oméga 3, parce que dans les feuilles des arbres, il y a des oméga 3. Il cueille des fruits. De temps en temps, il a la chance de taper une petite fourmi et de se la manger. Et voilà comment ça se passe. Et il marche à 4 pattes la plupart du temps dans l'évolution. Et il a une petite taille. Et il meurt à 20 ans. Et il meurt à 20 ans. Ça, c'est l'ère paléolithique. Puis ensuite, à l'ère néolithique, il apprend à manipuler les instruments, à tuer des animaux, à attraper des rats, des souris, tout ce qu'on veut. Il commence à consommer des protéines, il commence à cultiver, il commence à élever. Et c'est à ce moment-là que la croissance de l'homme a lieu. Donc, il y a quand même une réalité là-dedans. Avant de terminer, je voudrais quand même qu'on torde le cou à une information qui est la liaison lait-cancer.
qui a fait beaucoup de mal à la Oui, il y a consommation une de lait. liaison, lait, cancer de la prostate. Elle est réelle. Ça veut dire qu'un excès de consommation de calcium, pas de lait, supérieur à 1,5 g de calcium par jour, Ce qui augmente le risque de environ, probabilité. Ça représente quoi? Ça représente beaucoup. Ça représente une dizaine de yaourts au moins par jour. Ouais. 8 très exactement, augmente le risque de probabilité de cancer de la prostate. Mais les gens qui utilisent cet argument pour combattre les produits laitiers oublient de dire que la consommation excessive de produits laitiers diminue de 30% le cancer du côlon chez la femme. Ouais. Donc on a du pour et du contre à chaque fois. Et donc vous en parliez, il y a cette notion de quantité à respecter. C'est pour ça qu'il y a des recommandations journalières qu'il faut respecter. Et vous ne contredirez pas là-dessus que voilà, il faut les suivre et pas être en excès. Donc on conclut finalement sur le lait. Sur le lait, rien d'obligatoire à boire du lait. Consommer 2 à 3 produits laitiers par jour. C'est vrai que les recommandations officielles sur les 700 mg de calcium par jour sont un peu élevées, mais ça a été fait exprès pour être sûr de ne pas tomber en insuffisance. Voilà, avec 2 yaourts par jour et un petit bout de fromage et un yaourt par jour, ça va très très bien. Et puis, comme dirait Jean-Michel, vous continuez à sauver la filière laitière parce qu'il y a toujours derrière le nutritionniste, le citoyen. C'est pas ça, c'est qu'on est dans une période compliquée chez les agriculteurs. Je sais, mais c'est important de souligner que ça rentre dans la décision. Ouais. Allez, deuxième résolution, là on va tous être d'accord, faut-il arrêter de manger du gluten? Alors pour préciser les choses, on ne va pas parler de la maladie cœliaque qui a déjà fait l'objet d'un JDF excellent avec vous, Jean-Michel, avec beaucoup d'audience. Là on va aborder la tendance à se déclarer hypersensible au gluten et d'arrêter toute consommation de blé. On dit que ça toucherait 5% de la population. Oui, c'est ce qu'on dit, oui. Franchement, c'est pas vraiment un problème pour nous. Ça veut dire que je vois certains de mes confrères qui s'entêtent à dire « mais non, le gluten n'est pas dangereux », etc. C'est pas un problème. Ça veut dire si vous décidez d'éliminer la pâte à pizza, d'éliminer le pain, d'éliminer certains gâteaux, il y a des produits de substitution pour bien se nourrir sans gluten. Alors, je prends pas position là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se disent hypersensibles au gluten qu'ils ne le sont réellement. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Mais ce n'est pas un problème nutritionnel dans la mesure où vous avez des pommes de terre qui ne contiennent pas de gluten, ça vous sert à remplacer les pâtes, vous avez du riz qui vous sert à remplacer la purée, vous avez des pains sans gluten qui s'améliorent de jour en jour. Donc ce n'est pas un problème pour nous, c'est juste un problème de coût. Parce qu'il faut reconnaître qu'acheter du pain sans gluten, ça coûte plus cher que d'acheter une baguette dont je connais le prix, 0,85 € à la boulangerie du coin. Et donc, c'est absolument pas un problème. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrêtent le gluten, commencent à devenir extrêmement pointilleux sur l'alimentation et s'alimentent mieux. Donc ils se sentent mieux. Et c'est pas plus mal. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une confusion dans la tête des gens entre les people qui se déclarent, voilà, ils mangent plus sans gluten à la mode, et ceux qui ont vraiment une maladie cœliaque, comme Novak Djokovic, qui eux arrêtent pour des bonnes raisons, et donc après les gens se disent bon bah on va arrêter pour essayer. Écoutez, moi je me souviens d'avoir croisé dans une station de radio un médecin qui nous faisait l'apologie du sans gluten, et chaque fois il prenait un petit croissant quand il arrivait dans les corbeilles à croissants. Et je lui disais mais enfin dans les croissants il y a du gluten. Il me disait oui mais je suis gluten light. Ça, c'est typique de ce que vous pourriez appeler le syndrome bobo ou people. Ça veut dire, bon, le gars, il n'est pas plus allergique ni intolérant que moi au gluten, mais il a adopté ce style de vie. Voilà. Ceci dit, c'est une tendance qui se résorbe. Ça veut dire, autant on voit une montée continue de l'abstinence des produits laitiers, autant on voit sur le gluten, c'est stable, voire même diminuant. Vous voulez que je vous donne le nom du médecin bobo gluten? Ben non, je ne vous donnerai pas, mais vous devriez trouver assez facilement. Je vais revenir quand même à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je me méfie toujours quand un médecin dit « ça fait pas mal » ou « attention, ça va piquer ». Généralement, après, c'est le hurlement derrière. Alors quand vous dites « bon, après tout, on ne sait pas si ça marche », mais bon, il y a quand même des gens qui se sentent beaucoup mieux sans gluten, qui maigrissent. Donc, mais on appelle c'est ça... pas forcément totalement d'origine... psychologique pure. On n'est pas capable de faire la différence entre ce qu'on appelle le vrai syndrome fonctionnel et ce qu'on appelle la parole magique en nutrition. Ça veut dire la répercussion d'une rumeur qui finit par agir comme un placebo. Autrement dit, je regarde Damien, je lui dis, tu sais, quand j'ai arrêté le gluten, j'avais une pêche d'enfer le matin quand je me réveille. Si Damien, un matin après avoir mangé sans gluten, se réveille en forme, il va dire Cohen avait raison, sans gluten, on est vachement mieux. Il va le dire à 3 copains à lui et la parole s'est propagée.
Voilà, on appelle ça la parole magique en nutrition, on la connaît. Elle agit peut-être comme placebo, et le placebo étant reconnu comme un médicament, peut-être que c'est vrai, mais j'ai jamais vu de syndrome biologique qui puisse nous permettre d'approuver ça. Et notamment ces analyses tordues, là, où on prétend vous piquer les veines pour vous dire si vous êtes allergique au poivron ou à la cacahuète, ce qui ne marche pas, puisqu'on ne dose que les IgG, dont on sait qu'elles sont éminemment sensibles. C'est là que je vous aime bien, Jean-Michel Cohen, parce que vous avez de temps en temps, effectivement, la justesse d'être un vrai médecin dans vos réflexions. Ah bah oui, il y a des gens qui essayent de faire croire que j'exerce pas, mais je leur montre que ça va. D'être un vrai médecin, de dire, attention, la mode, ça va, Oui, mais... Puis finalement, ceux qui disent suivre un régime sans gluten, finalement, ne le font pas vraiment comme vous le disiez. Voilà. Ils ne le suivent pas parce qu'il faut quand même rappeler que les vrais intolérants au gluten, c'est une plaie pour aller chercher dans chaque aliment s'il n'y a pas une trace de gluten qui pourrait les rendre malades. C'est quand même leur vie qui sont en jeu. Extrêmement fréquents. Le vin. Il y a plein de vins qui contiennent du gluten et le chocolat. Il y a même une législation récente qui oblige les producteurs de vin à noter s'il y a du gluten à l'intérieur ou non. Donc, et ces gens-là mangent ces produits sans rien. Les produits allégés, tout ce qui est à 0%, contient forcément du gluten, parce que pour amalgamer le produit, on est obligé d'utiliser de l'amidon transformé. Alors, voilà. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas facile de se mettre en régime sans gluten. Mais est-ce que c'est bien raisonnable que tous vos confrères, il y en a un paquet, soient en train d'alerter les foules en disant attention aux carences du régime sans gluten? Il n'y en a aucune. Voilà, c'est juste pour alerter les foules, c'est pour se rendre intéressant. Oui, enfin ça, on connaît ce système-là. C'est le sensationnel a plus de chances d'être écouté que le raisonnable. Mais il faut rappeler qu'il n'y a aucune carence dans les régimes sans gluten, puisque ça revient à supprimer simplement une partie des céréales qui en contiennent. Le gluten, je rappelle ce que c'est juste une protéine qui sert à agglomérer des molécules d'amidon tout en laissant passer l'air à travers ces molécules d'amidon. Donc c'est particulièrement sensible pour le pain. Mais pour le reste, à partir du moment où vous avez des céréales comme les lentilles, comme les pommes de terre, comme le riz, comme le maïs, comme le quinoa, comme le sarrasin, où est le problème? C'est bien sûr, vous ne mangerez plus de croissant et votre brioche sera sans gluten. Voilà. Est-ce qu'il y a des bénéfices réels qui sont prouvés d'arrêter de manger du gluten chez les personnes qui ne sont pas intolérantes? Alors, il y a probablement un effet de digestibilité qui est meilleur. Quand on mange sans gluten, c'est vrai qu'on diminue un certain nombre de produits qui contiennent de l'air. Parce qu'en fait, si le gluten permet justement d'agglomérer les molécules d'amidon pour mettre de l'air au milieu, c'est vrai qu'il y a absorption d'air, donc il y a ballonnement. Donc il y a certainement un avantage digestif. Puis il y a un deuxième avantage, c'est que le fait que vous mangiez sans gluten fait que vous regardez tout ce que vous mangez. Et donc forcément, il y a un meilleur contrôle alimentaire. Quand on dit le régime sans gluten fait maigrir, non, il ne fait pas maigrir. C'est l'abstinence de certains aliments qui fait au début maigrir, amaigrissement qui est compensé par la suite par l'utilisation des produits sans gluten. Et je rappelle par exemple que quand on fait un cookie, les petits gâteaux américains sans gluten, pour qu'ils s'agrègent, il faut balancer plus de graisse. Donc le cookie avec gluten a des chances d'être plus gras que le cookie sans gluten. Donc on conclut, comme tout à l'heure pour le lait, on n'a aucune raison d'affoler les foules, quoi. Non, aucune raison. Mais d'ailleurs, les gens sont raisonnables. Sinon, ça se saurait, tout le monde mangerait sans gluten. Les gens, il faut croire ce bon sens populaire. Dans la campagne, quand je parle avec mon boulanger, il dit « Ah, tous ces cons ». Vous êtes normand ou politiquement centriste? Non, je suis pas centriste, mais je suis... Non, je pourrais être centriste, ça ne me gênerait pas, mais je ne le suis pas en l'occurrence. D'accord. Alors, on passe tout de suite à notre troisième résolution. Vais-je devenir vegan en 2017? Et d'ailleurs, cette partie va s'étendre à tous les nouveaux comportements alimentaires qui s'affichent ces dernières années dans les magazines de vos salles d'attente, comme le paléo ou le crudivorisme. Alors, Jean-Michel, ça consiste en quoi d'être vegan? Vous avez 3 catégories aujourd'hui. Vous avez les véganes qui sont les plus stricts. Ça veut dire rien d'origine animale, y compris dans ma maison. Donc pas de laine, pas de miel, bien sûr pas de viande, bien sûr pas de lait, pas d'œufs, etc. Deuxième catégorie, les végétariens qui se décomposent en plusieurs catégories. Il y a les végétariens qui acceptent de manger le lait et l'œuf, zéro problème. Ce sont les 2 protéines qui ont la plus haute valeur biologique. Ceux-là n'ont quasiment jamais de carence, sauf les jeunes filles qui peuvent avoir des carences en fer. Et à l'intérieur de cette catégorie des végétariens, vous en avez qui se disent péci-végétariens, d'autres ovo-végétariens, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre le lait. Donc c'est une catégorie assez confuse qui ne pose aucun problème. Et vous avez la 3e catégorie, c'est ni l'un ni l'autre, qui correspond à l'omnivore. Quand on devient végétarien, la plupart du temps, c'est plus pour des soucis éthiques que pour des soucis de santé. Mais il y a une partie des gens qui deviennent végétariens pour des soucis de santé. Les soucis éthiques, ça a été amplifié par le scandale
festival des images des abattoirs qui nous ont tous horrifiés. Le souci de santé, c'est parce qu'il est exact qu'à partir du moment où vous diminuez la consommation de chair animale et en particulier de viande, vous avez une régression de la consommation d'acides gras saturés. Donc c'est vrai que les Clinton et autres ont eu une amélioration de leur pronostic cardiovasculaire. Vegan, c'est autre chose. C'est un aspect. C'est une philosophie aussi. C'est une philosophie. On va revenir sur les véganes qui vont toujours se priver du plaisir d'avoir une paire de Louboutin, puisqu'ils tricotent leurs chaussettes. Ils ne prennent pas de cuir. Je suppose que le cuir est interdit. En dehors de cet aspect qui n'est pas grave, les carences nutritionnelles, là, elles sont réelles chez les véganes. Alors, il faut rappeler que au jour d'aujourd'hui, alors on va partir du début, si vous élevez un enfant sur le mode vegan jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans, on vous le retirera. Parce que la DAS viendra en disant que ça présente un danger. Chez l'enfant, il est clair que l'absence de consommation de protéines animales entraîne des retards de croissance, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, des retards de croissance et un risque de retard de croissance cérébrale. Lié aux acides aminés qui manquent. Mais est-ce qu'on peut donner des acides aminés de substitution? Alors alors non, les acides aminés essentiels, on pourrait les apporter. C'est ce que font d'ailleurs les véganes. Ils ont surtout des problèmes avec la vitamine B12, le zinc et certains acides aminés, donc ils prennent des gélules en complément. Ce qui me pose un problème à moi sur le plan philosophique. Est-il normal, quand on pratique une philosophie végane, d'aller faire travailler des laboratoires, même bio, etc., pour aller absorber des aliments? Après, à l'âge adulte, les véganes disent que non, que ça ne leur pose aucun problème. Et c'est vrai que si on manipule bien l'alimentation végétalienne, donc les véganes, on peut arriver à trouver la méthionine, la tyrosine, les acides aminés qui leur manquent de façon privilégiée. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a deux problèmes. L'homme est omnivore. Dans l'équilibre de la nature, les uns mangent les autres. Le tigre mange les antilopes, l'homme mange le bœuf. C'est la loi de la nature. Voilà, c'est la loi de la nature. Et deuxièmement, il y a la socialisation aujourd'hui. Ça veut dire on mange tous ensemble, quoi. Il faut quand même donner quelques chiffres. Les végétariens sont en augmentation. On est 10% en France. Ouais. Il y en a 10%. Il y en a 10% en France. Vous dites on est 10%, ça veut dire que vous vous mettez dans les végétaliens? Je n'ai pas une farouche consommation de viande. Je ne suis pas un grand amateur de viande. Vous n'êtes pas végétalien non plus. Mais c'est pas, si on me sert quelque chose chez des invités, je vais le manger. Et les véganes sont très peu. Ils sont entre 4 et 5 000 en France. Donc, et ils évoluent beaucoup en cercle fermé avec, moi je leur reproche une forme d'agressivité qui ne les sert pas d'ailleurs. Pour revenir à la supplémentation, on a une question d'un de nos médecins qui nous demande, faut-il supplémenter en vitamine B12 les personnes suivant un régime vegan? Absolument. C'est absolument. C'est indispensable. Sinon, de toute façon, ils seront anémiés. Ouais. Donc, et ça se verra très rapidement sur les analyses. Alors, je reprends un argument de Jean-François tout à l'heure qui disait donc les hommes du Paléolithique étaient, avant d'être des chasseurs, étaient des cueilleurs. Certains disent aussi que nos intestins, ils ne sont pas faits pour digérer de la viande. Est-ce que c'est vrai? Ben non, historiquement non. Je ne suis pas un expert. Voilà. Notre intestin, c'est un filtre qui est capable de détruire toutes les substances qu'on absorbe pour les transformer en macro puis micronutriments pour passer dans le sang. Non, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument. Frédéric Salman, notre ami, dit qu'il faut aller aux toilettes en se mettant dans la position du bébé qui accouche. Il n'a pas sorti. Frédéric étudie probablement plus les toilettes que moi. Mais en ce qui me concerne, je maintiens que notre intestin, il est adapté à la consommation de viande. Et de toute façon, c'est vrai qu'on aura une évolution dans notre espèce. Moi, je ne le nie pas, ça. On mange aujourd'hui comme on ne mangera pas demain. On ne peut pas enlever le fait qu'effectivement, on va manquer de plein de choses, donc il faut s'y préparer. Enfin, on est quand même un animal omnivore. Mais c'est ça. Voilà, c'est ce que vous disiez. Donc manger de tout, en faisant un peu attention. Et puis moi, je trouve qu'il y a un côté indécent, si vous voulez, de temps en temps, à certaines spécificités alimentaires, parce qu'on sait que la famine sévit dans le monde, et on a là des gens qui sont en train d'étudier le micromètre de ce qu'ils sont en train de manger pour leur petite santé à eux. Bon, il y a quand même aussi une décence à dire, je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'être végane, je le fais et j'ennuie pas les autres. Si j'ai envie de pas être végane, je le fais et j'ennuie pas les autres. Parce qu'il y a un argument qui est aussi, là pour le coup scientifique, c'est que la consommation de viande augmente les risques de cancer colorectal, même qu'une cuisson trop forte également va être cancérigène. Là on est sûr, mais tout est question d'excès à chaque fois. Mais je vous rappelle l'étude américaine de l'année dernière qui a montré que le cancer, à l'exception de la consommation d'alcool et de tabac, était un phénomène aléatoire.
Donc je me méfie de ces consignes extrêmement prudentes sur des sujets extrêmement étroits. L'OMS recommande de ne pas dépasser 500 grammes de viande rouge par jour. Elle ne condamne pas la volaille. Et la carbonisation de la viande, il faut être tordu pour aller carboniser sa viande. C'est ce qu'écrit très bien notre ami David Kayat, qui est un cancérologue qui a plutôt un joli coup de fourchette. Il dit que tout ça, c'est des bêtises. En revanche, est-ce qu'il y a des études sérieuses sur les véganes ? Non, alors il s'abrite beaucoup sur un fameux rapport qui s'appelle le rapport Campbell, qui est en fait pas un rapport, qui est une étude qui a été faite sur une compilation d'éléments positifs concernant le véganisme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ils vivent pas moins vieux que les autres. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas plus en forme que les autres, contrairement à ce qu'eux racontent. On n'a pas l'impression qu'ils soient plus dynamiques. Par contre, ils vivent dans un milieu fermé et donc ils constituent une cellule spécifique de la société. Alors, il faut le traiter comme tel. Mais moi, mon argument avec eux, c'est de leur dire, faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous mettez pas en menace, c'est ce qu'ils font. Et faites ce que vous avez envie de faire, mais ne faites pas l'apologie de votre système de consommation alimentaire. L'alimentation est une liberté. Est-ce que ce n'est pas aussi comme les personnes qui mangent sans gluten, qui font plus attention à leur alimentation et qui vont arrêter les sucres raffinés, les sucres ajoutés et tout ce qui contient de la graisse et les plats préparés. Sauf que, bien qu'ils ne mangent que des végétaux, ils peuvent grossir comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils récupèrent leur bilan énergétique au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'au début, quand on devient végétalien, on mange que des végétaux, on ne connaît pas très bien la cuisine végétalienne et les recettes, donc on maigrit. Et ensuite, très rapidement, le manque énergétique qu'ils ont, ils vont le compenser avec des aliments extrêmement gras. Un gros mangeur de chocolat, gros mangeur de fruits oléagineux. Alors, on va mettre de la pistache, de la noisette. Leur grand truc, c'est le sétan, la protéine de blé, le tofu, la protéine de soja, etc. Il faut rappeler que ces protéines ont des coefficients d'absorption biologique qui ne sont pas bons. Ça veut dire qu'ils le veuillent ou non, je sais que ça ne leur plaît pas, mais ils sont en coefficient d'absorption à environ 60%. Donc, ça veut dire qu'il faudra en manger des tonnes pour arriver à avoir des taux satisfaisants de protéines. Donc, voilà où sont les carences chez les végétaliens. On ferme le chapitre vegan avec les autres modes alimentaires du même genre, le paléo. C'est des conneries. C'est juste. Le paléo, moi, je vais inventer le régime de la Renaissance. Ce qui est plus sympa. Le paléo, enfin, ça veut rien dire. L'homme paléolithique, il crevait avant 30 ans. On ne sait même pas de quelle maladie parce qu'il n'avait pas le temps de les développer. Il était rabougri, tout petit, il n'avait pas de dents, donc c'est n'importe quoi. Non, mais c'était juste pour fermer cette Non, ça fait partie des inepties qui sortent régulièrement. Et un mot quand même sur le... C'est à la mode. Sur le kale que vous m'avez fait découvrir, Jean-François. Je ne connaissais pas lequel. Qui affole les Américains. Oui, mais Jean-François est un peu en retard. Parce que... je suis encore plus en retard. D'abord, il y a allez-y, argumentez. Le kale salade, c'est une histoire de Michelle Obama qui vante les mérites de ce qui est un produit particulier que les Français appellent le chou frisé, alors que ce n'est pas un chou frisé. C'est une salade extrêmement dense, très puissante en antioxydants, parce que ça fait partie de la famille des crucifères, un peu comme le chou, les brocolis, etc., etc. Donc Michelle Obama lance cette mode, il y en a partout dans le monde. On fait même des chips de kale qui sont bourrés de graisse. Mais les Asiatiques ont développé le calamansi, qui est une espèce de micro-citron qui semble encore plus bourré d'antioxydants que les autres. Donc c'est la mode, chaque année on a eu les baies de goji, à chaque fois on a la cranberry, on a toujours le petit nouveau truc. Donc, voilà. Mais c'est pas mauvais la kale Vous, salade. Damien, vous êtes ringard de kale, moi je suis ringard de quoi? C'était quoi? Je sais pas. Cette émission va mal se finir. Celui que vous venez de terminer, là, j'ai pas eu le temps. Le calamansi. Calamansi. Bah, écoutez. Voilà. Si vous m'invitez, tous les amis qui veulent m'inviter chez eux, il faut qu'il y ait du calamansi. Alors ça se mange à quel moment? C'est un petit citron, mais tout petit. Ouais. Et il faut être asiatique, je pense, pour le faire, parce que c'est des tout petits citrons. Et on arrive à boire un jus comme ça, donc il en faut 100 au moins. Bon. La transition est toute trouvée pour passer à la prochaine séquence, la cure détox. Voilà, 4e résolution, le régime détox. Après les fêtes de fin d'année et les repas fastueux, surtout ceux que vous allez nous décrire dans un instant, il est normal de vouloir soulager son corps de ses agressions. Alors, il y a des cures de plusieurs jours, d'une journée, pour éliminer les toxines, qu'on appelle le régime détox. Est-ce que c'est une bonne chose? Détox, c'est de l'intox. Voilà. Ah non, c'est... oui.
Vous êtes médecins tous les deux, détoxiquer quelqu'un, c'est quelqu'un qui a avalé des substances toxiques ou qui en consomme régulièrement, ce qui n'est pas notre cas a priori. Sauf qu'on va faire 2 réveillons en une semaine. Voilà, non, mais tous les médecins savent quand même que vous avez 2 usines qui fonctionnent bien, le foie et le rein, l'usine à déchets, l'usine d'épuration, donc ça marche très très bien. Et que si vous accumulez des toxines dans votre sang, c'est qu'il y a un problème du côté de ces 2 organes. Ce qu'on vend comme truc détox, en général, ce sont des cures qui visent à créer un jeûne, mais qui est un jeûne hydrique avec des minéraux. C'est-à-dire qu'on vous vend des bouteilles de jus de légumes, de jus de fruits, etc. Donc vous buvez tout au long de la journée. Votre bilan calorique peut rapidement être important quand ce sont des jus de fruits, parce qu'ils sont très chargés en sucre. Donc quand vous en buvez 1,5 litre, vous avalez environ 200 grammes de sucre, donc 800 calories. Donc c'est pas si aimable que ça. Mais grosso modo, ça revient à ne prendre que 800 calories, voire même moins si ce sont des jus de légumes. Donc le jeûne et la détox, et en fait, c'est faire maigre, comme diraient les paysans de partout dans notre pays. Parce que c'est vrai qu'on peut cacher tout et n'importe quoi sous le terme de toxines, et qui ne correspond finalement à pas grand-chose. Alors, est-ce que la graisse est toxique? Est-ce que la bûche de Noël est toxique? Est-ce que le foie gras, c'est l'empilement qui est toxique. Mais voilà, c'est l'excès. Alors bon, mais le fait de boire beaucoup d'eau le lendemain d'un réveillon, de conseiller ça à ses patients, le détox, en fait, c'est se mettre au repos aussi. Vous dites qu'on a des usines. Oui, elles sont bonnes, nos usines. Je vais vous mettre au repos, je vais vous donner la recette. La recette, c'est que, en fait, quand vous faites ce genre de système de se mettre maigre, mais vraiment très maigre, c'est-à-dire pour ne pas manger, l'idéal, c'est d'avoir des fibres pour être rassasié et pas louper les minéraux. Pour avoir des fibres et qu'elles soient digestibles, il faut fabriquer des veloutés. C'est-à-dire qu'au lieu de manger des soupes ou des bouillons de légumes, donc les bouillons de légumes, c'est typiquement les jus détox, les soupes, bon, c'est les soupes avec les petits morceaux de légumes, mais la fibre, elle va tenir, donc elle va irriter l'intestin, donc on fait des veloutés, c'est-à-dire qu'on fait la soupe, on vire 90% de l'eau, on peut la garder si on a envie de la boire dans la journée, et avec ces légumes et ce peu d'eau, on fait une espèce de velouté qui a un pouvoir rassasiant extrêmement fort, qui permet d'augmenter la teneur en fibres, donc ça va tenir au corps, ça va rassasier. Elles ne vont pas déranger l'intestin? Parce qu'on l'a pré-mâché, dans la mesure où on l'a mixé très très fort pour en faire un velouté, la fibre deviendra beaucoup plus digeste, donc ça veut dire que les gens qui sont sensibles de l'intestin après des gros repas, ils vont rien sentir passer, ça c'est la première chose. Deuxièmement, l'apport calorique sera suffisant. Troisièmement, les fibres vont aider à retenir une partie de l'absorption du cholestérol s'il y a encore du cholestérol qui traîne dans le tube digestif, et ça permet de faire... Et là, l'apport hydrique des jus est pas bon. L'apport hydrique des jus, il n'est pas suffisant pour rassasier les gens. Donc c'est des veloutés avec beaucoup d'eau. Des veloutés avec très peu d'eau, justement. Ouais. C'est pour faire un velouté. Et après, à côté de ça, on prend des protéines maigres. Alors les protéines maigres, vous en avez 2, soit les fameuses tranches de jambon de volaille, soit le fromage blanc à 0%. Et vous faites une journée comme ça, c'est la meilleure des détox, elle coûte pas cher, elle est saine, et vous n'aurez pas les mauvaises sensations que vous avez avec les autres choses. Détox, intox, et jeûne pour trop jeune ou quoi? Non, jeûne, c'est très compliqué parce que le jeûne sur une période courte ne pose pas vraiment de problème. On peut tous faire 48 heures de jeûne, on aura un peu mal à la tête, ça ne va pas nous altérer la santé. Les jeûnes prolongés, c'est plus compliqué parce qu'il faut s'assurer d'être en bon état de santé. Ça fait 2 ans que j'explique que le seul jeûne qui m'intéresse, c'est le jeûne intermittent, parce qu'on a montré que 16 heures d'abstinence alimentaire permettaient de mobiliser mieux les triglycérides. Voilà. Mais est-ce que c'est un jeûne? C'est pas un jeûne. C'était votre truc l'année dernière. Il y a 2 ans. Tous les ans, il y a un truc Cohen, c'était le oui, le jeûne ça s'est appelé le jeûne Cohen parce que les gens aiment bien les raccourcis. Le jeûne intermittent. Bon. Alors, mais c'est pas vraiment un jeûne parce qu'on l'appelle le jeûne intermittent, mais en fait 16 heures d'abstinence alimentaire, pour moi, c'est pas vraiment un jeûne. Bah non, mais ça veut dire qu'on dîne pas le soir et puis on se lève le lendemain matin. Oui, non, sauf que il y avait eu une confrontation justement dans les études, dans les papiers scientifiques, entre 16 heures, 20 heures et 24 heures. Ça marchait mieux sur 16 heures que sur 20 heures et sur 24 heures. Donc si on se lève à 8 heures le matin, ça veut dire il faut laisser passer 16 heures. Hein. Ouais, 16 heures, bah oui, ça veut dire... Si 24 heures, c'est l'heure de l'apéro, à minuit. Non, 16 heures. 16 heures, 8 heures le matin, ça vous fait vos 16 heures. Au final, est-ce que c'est pas un peu une attitude, on va pas dire hypocrite, mais on se goinfre pendant les fêtes, puis on a mauvaise conscience, du coup on fait du détox qui en fait finalement n'est que du marketing? Non, pour moi c'est pas hypocrite. D'abord, je pense que les fêtes, l'incarnation des fêtes, en tout cas particulièrement en France, mais dans le monde entier, c'est la nourriture. Donc il ne faut pas cracher dessus.
Ça veut dire, moi, je suis pour le maintien de cette tradition et le fait qu'on mange et des bonnes choses, etc. Et je crois que c'est un besoin qu'on ressent tous. Moi, je me souviendrai toujours, j'étais à Angoulême pour les gastronomades, et puis tout le monde, tous les Parisiens, on a chipoté notre assiette à midi parce qu'il y avait le foie gras, etc. Le paysan qui était à côté de moi, qui était un type formidable, il a tout mangé, il a bu un petit verre d'alcool à la fin, et je lui ai dit, bah, dis donc, comment vous faites pour être mince et faire comme ça? Il dit, bah, c'est pas dur, le soir, je mange rien ou une soupe. Voilà, ben, c'était la détox, tout le monde la connaît, celle-là. Ouais. Bah écoutez, c'est une bonne transition pour terminer. Je vous laisse la faire. On va terminer cette émission par la folie des réveillons. Dorpas pentagruélique, voire plus dans les familles nombreuses ou recomposées à moins d'une semaine d'intervalle. C'est une énormité, Jean-Michel? Ça fait partie des traditions. Si on était intelligent, en fait, il faudrait redistribuer les aliments qu'on a envie de consommer sur plusieurs jours plutôt que de les mettre tous le même soir. Ouais. Et c'est des combinaisons d'aliments à trouver. Donc, les crustacés, ça se marie bien avec la dinde farcie et les marrons et la bûche. Mais le foie gras ne se marie pas avec ça. Par contre, le foie gras se marie bien avec le saumon au four. Voilà. Alors, du coup, la question... Oui, mais juste avant, je voulais dire un mot à Jean-Michel Cohen, parce que j'ai essayé de trouver une origine, parce que vous n'êtes pas psychiatre, j'ai essayé de trouver une origine psychiatrique à ces deux réveillons. Et en fin de compte, je me suis dit que le réveillon de Noël, c'est le réveillon familial, c'est là d'où on vient. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne se passe pas bien, parce qu'il y a toujours des conflits au moment de. Et le réveillon du premier de l'an, c'est là où on va. Donc ça justifie qu'on essaie de fête à faire. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. C'est de la haute philosophie, là. Donc la question qu'on est en droit de se poser est la suivante. Mais comment, nous, médecins, doit-on réveillonner, tirailler entre le plaisir et la modération? Ce que je vous propose, comme nous sommes trois, c'est de donner notre vision de notre réveillon idéal. Et on commence par le plus raisonnable d'entre nous, c'est vous, Jean-François. Vous penchez du côté de ceux qui pensent que 2 réveillons en une semaine, c'est vraiment une tradition barbare pour notre santé. Je vois immédiatement Jean-Michel Cohen sourire. Moi, je penche évidemment vers le réveillon du moine, comme mon nom l'indique, parce que je n'ai pas suivi assez la tradition familiale. Je penche du côté de mon régime. Je me suis dit, tiens, j'allais écrire le réveillon qui me va bien. Vous me direz. Alors, je ne condamne pas la tradition. Je m'adapte en faisant attention aux quantités, donc aux calories. Alors, mon réveillon, je vais le commencer, je veux dire, par des huîtres sans pain ni beurre, juste du jus de citron. Je vais continuer par un crustacé grillé arrosé d'huile d'olive. Et comme c'est vraiment un repas de fête, je vais remettre de la dinde, mais sans la chair, sans la peau, qui est trop grasse, avec que la chair. Ben, vous voyez déjà, par goût, j'allais faire sauter la chair. Salade. Je mets quelques marrons. Ça, c'est la petite entorse que je fais pour faire plaisir à Jean-Michel. Et salade, après mes salades de fruits, avec une règle d'or que j'ai appris chez vous, ne jamais complètement finir son assiette pour ne pas être servi. Même attitude en ce qui concerne le verre, jamais vide, parce que la nature a horreur du vide. Alors uniquement pour ne pas inciter à le remplir, en insistant que contrairement à ce qui se passe dans la majorité des réveillons français, pour qu'il y ait bien 2 verres à table, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors là, Jean-Michel, le 25 décembre, léger comme une plume, je vais me lever à 8 heures en pleine forme et j'irai marcher 1 heure, 1 heure et demie, parce que c'est pour moi la bonne conclusion. Essayez de me critiquer ce réveillon. C'est une attitude bien raisonnable, c'est tout à fait vous, Jean-François. Donc, essayez maintenant de me critiquer ce réveillon-là. Jean-Michel, ça serait quoi plutôt votre réveillon? C'est plutôt des produits de qualité pour se faire plaisir, mais toujours avoir en tête... Moi, j'évite les périphériques. Ça veut dire, C'est-à-dire que vous allez dîner à l'intérieur de Paris? Non, mais j'évite les périphériques. Ça veut dire que les petites plaisanteries à l'apéritif, je les évite. C'est-à-dire, on essaye de faire des petites verrines avec des légumes ou des petits potages froids, mais quelque chose d'assez savoureux, mais diététique, et très épicé. Et ensuite, bien sûr, c'est facile de prendre les crustacés, mais j'ai envie de foie gras. Donc, je mange du foie gras, mais je le mange sur du pain grillé. Il y a des gens qui mettent de la brioche. Ensuite, j'accepte de manger le chapon. Je trouve que la farce ne rajoute rien au chapon. La farce, c'est de la saucisse en général, enfin quasiment. Donc je prends un chapon, je mets pas de pommes de terre, mais je mets des champignons nobles, c'est-à-dire des girolles ou des trompettes de la mort. Le fromage, non, j'en ai toute l'année, j'en ai pas besoin. Et pour les desserts, j'ai une haine profonde de la bûche. Parce que je trouve que c'est le gâteau le plus simple et en même temps le plus calorique qui existe. Et je préfère m'amuser à faire soit une île flottante, soit une omelette norvégienne, soit même des profiteroles au chocolat, dont je rappelle qu'elles sont particulièrement moins caloriques que plein d'autres gâteaux. Et le saumon, vous en mettez pas, vous? Non, parce que je pense qu'il faut réserver certains aliments pour d'autres fêtes. Et puis le saumon, tout le monde va en manger toute la semaine. Tout le monde. Alors,
Donc le saumon fumé, ça sera le lendemain midi avec du pain grillé plutôt qu'avec les blinis, parce que les blinis, je les achète pour pas les faire et ils sont très mal composés. Alors, on se tourne vers Damien Amouyel. On lui, il mange pas, ça on se sait voit. qu'il est le fils. On sait qu'il est le fils d'un épidémiologiste célèbre qui a dû le former. Et je pense que dans la famille Amouyel, Il mange on pas. réveillonne en haut d'une hutte. Eh bien, détrompez-vous, moi je suis du côté obscur de la force. Ceux qui pensent avant tout à prendre du plaisir, quitte à se faire exploser la panse et à aligner les écarts de conduite. Ceux qui en ont assez de faire attention toute l'année, qui vont balayer d'un revers de fourchette tous les préceptes harangués à longueur de journée. Avec un seul mot d'ordre, le bonheur et l'orgie. Je sais, ça fait 2 mots. Peut-être est-ce mon jeune âge qui me fait agir comme ça, mais je suis de ceux qui prendront foie gras, pain, huîtres, saumon fumé en entrée, qui se resserviront 2 fois du chapon de Mamie Madeleine arrosé d'un torrent de sauce, le chapon, pas de Mamie Madeleine, et cette sauce tellement cholestérolisée que même les statines ne pourront rien y faire. Je n'aurai que le mot volontiers lorsque on me proposera à nouveau du vin, même si l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération parce qu'on est quand même à la télévision. Pour moi, ce sera fromage et dessert au pluriel, sans retenue, si ce n'est peut-être celle qui m'obligera à desserrer d'un cran ou deux la ceinture de mon pantalon. Mais la prochaine fois, je vous dis, je le saurai, je mettrai des bretelles. C'est un jeune. C'est un bien jeune. sûr, On verra comment il On sera. faisait pareil avant, nous. On verra comment il sera dans 40 ans en présentant les JDF. Et puis c'est pas comme ça que vous allez trouver une fiancée, mon vieux. Eh oui, ça. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission qu'on a voulu souriante. Il est temps de mettre un terme à cette orgie de nourriture. Quoique si je voulais terminer de façon un peu perverse, et vous me connaissez, je vais le faire. Je vous signalerai qu'on se retrouve à la rentrée le 5 janvier pour le prochain, et c'est juste quelques jours avant l'Épiphanie, et qu'il y a vraiment une chose qui m'horripile tous les ans, c'est la tradition de la galette. Mais qu'est-ce que c'est bon? Non mais attendez, la galette. Je sais qu'on est là pour arranger le chiffre d'affaires de ces pauvres boulangers. Mais on ferait mieux de donner dans un tronc que de donner dans la graisse. Bon, c'est une tradition. On peut la faire. Il y a juste maintenant après les réveillons. Les nouveaux boulangers, ils arrivent à faire des nouvelles galettes en mettant à l'intérieur des compotés de fruits, etc. Et puis il faut rappeler quelque chose. Le risque de ces fêtes, on a rigolé. Il y a 3 risques. Il y a la pancréatite en général, les infarctus à cause des bolus de graisse qu'on va voir. Et il va y avoir les indigestions avec les gars qui vont avoir vraiment des symptômes d'alcoolisme aigu. Je rajouterais les accidents de la route. Hein. Oui, non. Donc en tant que médecin, on doit quand même surveiller ces gens-là. Mais pour ce que vous avez dit, les accidents de la route, on sait qu'ils seront nombreux, hélas, et que. Ouais. Mais pancréatite, il y en a vraiment autant que ça. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup du temps, en tout cas. Il y a plus un pic d'infarctus les soirs de réveillon. Il y en a beaucoup à cette période de l'année. Ce sont les pancréatites aiguës, parce que quand vous avez un petit déficit au niveau du pancréas et que vous chargez d'un seul coup en alcool et en graisse, avec une incapacité à sécréter suffisamment de sel biliaire ou trop de sel biliaire, justement, on a beaucoup de pancréatite aiguë. Et la troisième chose, c'était quoi? C'était l'alcoolisation, ça veut dire les effets de l'alcoolisation et digestion. On va terminer sur ces bons mots du docteur Cohen. Et voilà comment vous sape le réveillon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'en profite pour donner le titre de votre dernier livre, Guide d'achat pour bien manger 2017, aux éditions First, et pour dire qu'également, on vous retrouve tous les samedis soirs à 19h sur France 5 dans C'est l'Hebdo, présenté par la délicieuse Anne-Elisabeth Lemoine. Alors, qui n'est pas de ma famille, délicieuse, vous le confirmez? Oui, elle est vraiment charmante. Bon, comme chaque semaine, je vous rappelle l'adresse mail des jeudis de la formation pour vos remarques et commentaires, jdflemoine@gmail.com. On se retrouve donc le 5 janvier pour un sujet extrêmement important, une mise au point sur le traitement de la douleur avec le professeur Alain Serry, le président de Douleurs sans frontières. Mais pour l'heure, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et vous adresse tous mes vœux pour la nouvelle année. Jean-Michel Cohen, tous mes vœux, je sais que l'année va être belle, vous êtes partout en télé, vous reviendrez ici parce que c'est un endroit parce que vous êtes mes copains. Ouais, puis on se sent bien. Bonne année à vous, donc Jean-Michel, à vous et à tous et toutes et tous. Et en attendant 2017, portez-vous bien.